Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça aurait été encore mieux si je pouvais être en personne à l'université, mais bon, c'est comme ça. Euh, voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Donc, du coup, allons-y. Être diplomate, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est toute ma carrière, évidemment, donc c'est une vie, c'est c'est une méthode aussi, en fait. C'est être intéressé d'abord par les rencontres. En fait, être diplomate, je pense pour moi, la plus grande qualité, c'est il faut être curieux, intéressé voilà, de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres cultures, d'essayer de comprendre, en fait, au-delà de tout ce qu'on peut lire ou entendre, mais aller un peu plus en profondeur. C'est le privilège qu'on a en étant posté dans un pays. Donc, c'est pas juste en touriste, on passe une semaine dans un pays. Non, on y vit. Et donc, on peut vraiment essayer de comprendre de l'intérieur. Et puis, c'est essayer par le dialogue de résoudre des problèmes. Pas toujours facile, bien évidemment, mais c'est ce qu'on essaye de faire. On croit à ça, on croit au dialogue. On pense qu'on peut, évidemment, dans la durée, on n'a pas des résultats immédiats, mais dans la durée, par le dialogue, on peut arriver à des résultats, à essayer de se comprendre, même si on vient de positions assez différentes, de visions du monde assez différentes. Hein. Tout le monde ne partage pas nécessairement notre vision du monde, il faut en être conscient. Et donc voilà, essayer patiemment de rapprocher les points de vue. Voilà, moi, ça me convient parce que j'ai toujours été plus, je n'aime pas les conflits d'une manière générale, et j'ai toujours été intéressé par comment les résoudre, justement. De quelle responsabilité êtes-vous investi en tant que diplomate? Alors, ça dépend très fort, hein, donc en fonction des postes qu'on reçoit. Donc, typiquement, on part en poste pour 4 ans, et en fonction du lieu où on est, le contenu du métier peut être très différent. Et puis aussi, on monte progressivement dans la hiérarchie. On commence évidemment pas tout de suite comme ambassadeur. On commence d'abord comme attaché, premier secrétaire. Donc, voilà, il y a une progression, on va dire, en ancienneté, en responsabilité. Et puis, oui, normalement, si tout va bien, on atteint le poste d'ambassadeur ou représentant permanent quand il s'agit d'une organisation internationale. Mais c'est la même chose, hein, c'est le niveau ambassadeur, comme je le suis maintenant ici à Genève auprès des Nations Unies. Et donc, évidemment, plus on monte, plus on a de responsabilités. Euh, mais elles deviennent aussi un peu plus diffuses. C'est-à-dire que quand on est jeune diplomate, on est chargé vraiment d'un dossier plus précis et qu'on gère de près. Quand on est le patron, en quelque sorte, on voit les choses de façon plus globale. Donc, chaque étape est intéressante, je dirais. Moi, j'ai bien aimé aussi mes années comme jeune diplomate. Mais voilà, c'est simplement, c'est différent. Ça me rapproche à ma deuxième question, ma troisième question. Du coup, qu'est-ce que vous gardez de vos premières années, du coup, en tant que diplomate? Oui, ça, vraiment ce caractère de découverte. J'ai commencé par plusieurs postes bilatéraux, ce qu'on appelle un poste bilatéral, c'est-à-dire une ambassade de Belgique dans un autre pays. C'est la diplomatie classique, on va dire. J'étais en Argentine, au Pakistan et puis à Vienne, en Autriche. C'était mes premiers postes. Et là, voilà, il y a ce côté vraiment de découverte, d'essayer de comprendre. Euh, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Euh, une grande variété aussi, parce que vous pouvez imaginer qu'entre les dossiers qu'on suit en Argentine ou au Pakistan, c'est complètement différent. Et donc, c'est une vie, ça je voudrais le souligner, en fait, c'est un métier qui permet d'avoir plusieurs vies, justement. De passer vraiment quand on passe d'un poste à l'autre, c'est vraiment chaque fois très différent, et chaque fois
on se réinvente, on repart presque de zéro. Et ça, c'est une très grande richesse, évidemment. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous dites. Donc, la fonction d'ambassadeur, etc., ça dure donc un mandat de 4 ans. Oui, normalement, oui. Ouais. Comment s'articule le départ? Après avoir passé 4 ans en Argentine, comment s'est passée votre relance au Pakistan? Comment vous avez géré tout ça? Eh ben oui, c'est chaque fois, c'est à la fois quitter un pays, voilà, où on s'est fait des amis, des contacts, et on a vécu quand même pendant 3 ou 4 ans, ça dépend, mais en général, plutôt 4 ans. Et puis, c'est se lancer vers quelque chose qui est au départ un peu inconnu, où on va devoir refaire sa vie et refaire des amis, des relations. Mais c'est ça qui est à la fois parfois un peu dur, surtout pour la famille. Ça, je veux le dire aussi, parce qu'on n'est pas seul. Enfin, on peut être seul, mais on est souvent avec une famille. Et du coup, ça veut dire pour le conjoint et pour les enfants, eux doivent suivre. Et vous pouvez imaginer, pour des enfants, parfois, quitter leurs amis, c'est quelque chose de déchirant. Donc, mais c'est aussi voilà, se projeter vers autre chose. Et donc, voilà, il y a les deux. Il y a évidemment le négatif, mais il y a le positif aussi. Et mes enfants, je pense, finalement, avec le recul, ils trouvent que ça a été une vie intéressante qui leur a apporté pas mal de choses. Mais il y a eu des moments difficiles, hein, ça, je ne peux pas le cacher. Est-ce qu'il y a une procédure particulière à suivre quand vous quittez d'une ambassade à une autre? Bon, on n'est pas tout seul, en ce sens qu'évidemment, on arrive dans une ambassade où il y a déjà une équipe qui, évidemment, transmet beaucoup d'informations. On a le prédécesseur qu'on remplace, qui vous donne aussi beaucoup d'informations. Donc, il ne faut pas, j'exagère un peu quand on dit repartir à zéro, parce que voilà, on trouve beaucoup de choses quand on arrive, mais malgré tout, il faut s'impliquer pour faire ces recherches. Donc oui, c'est un petit peu, c'est à la fois organisé, mais en même temps, c'est un métier aussi qui dépend beaucoup de soi-même, en fait, de la façon dont on l'approche, dont on le conçoit. On a pas mal d'indépendance en réalité quand on est en poste à l'étranger, et donc on peut, voilà, suivant un peu ce qui nous anime, on peut plus développer, je ne sais pas, pour certains, s'intéressent beaucoup plus à la diplomatie économique, par exemple, d'autres plus aux politiques, mais ça dépend de nouveau un peu dans un pays, en fonction du pays où l'on est, vous voyez. Par exemple, j'étais consul général à Shanghai, en Chine, et là, c'était clair que c'était surtout économique, parce que énormément d'entreprises belges euh, qui étaient actives à Shanghai, qui essayaient de s'implanter, ou qui étaient présents parfois avec certaines difficultés. Et donc l'ambassade, enfin le consulat, dans le cas de Shanghai, l'ambassade étant à Pékin, le consulat, c'est dans une ville qui n'est pas une capitale. Et voilà, on essaye de les aider. Donc là, j'étais vraiment plutôt dans ce domaine-là, mais dans d'autres endroits. Par exemple, j'étais aussi en poste comme ambassadeur à Kigali, au Rwanda. Là, c'était beaucoup plus politique, par exemple, vous voyez. Et donc, chaque fois, ça dépend un peu, c'est ce que je disais au début, chaque poste est quelque chose de différent. Du coup, vous parliez des équipes et des gens présents quand vous arrivez. De quelle équipe disposez-vous pour mener votre travail? De nouveau, c'est variable. On a bon, la Belgique, on n'est pas une grande puissance, donc on a un beau réseau diplomatique malgré tout, mais c'est souvent des petites ambassades, c'est-à-dire vous avez souvent l'ambassadeur, un collaborateur, une ou deux personnes sur le plan administratif, et puis c'est tout. Donc ça, c'est des très petites équipes. Et puis il y a des plus gros postes, évidemment, qu'on va avoir, par exemple, à Washington, à Paris, dans certaines capitales plus importantes. Et puis aussi les postes auprès d'organisations internationales, ce que nous appelons des postes multilatéraux, où là, on a vraiment des grandes équipes. Donc, par exemple, enfin, la plus grosse pour nous, c'est auprès de l'Union européenne. C'est notre représentation auprès de l'Union européenne. C'est une représentation diplomatique aussi. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est le cas à New York et c'est le cas ici à Genève, où voilà, j'ai une équipe de 11 diplomates
vous voyez, qui travaillent avec moi, avec des gens qui se spécialisent alors dans un domaine particulier. Et puis moi, je fais un peu la synthèse, j'encadre un peu le tout, quoi. Donc voilà, de nouveau, très variable en fait. D'accord. On va passer maintenant un peu à la partie, votre fonction de représentant permanent, du coup la fonction que Ouais. vous avez maintenant. Du coup, le 10 décembre, on sait qu'on fête, enfin, on célèbre la journée des droits de l'homme, du coup en l'honneur de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça représente ce moment pour vous, pour la Belgique en général, et en quoi, vont consister ces prochains jours? Alors, les droits humains, parce que nous, on essaye de dire droits humains maintenant, euh, c'est évidemment très important pour nous. Notre diplomatie est vraiment ancrée dans les droits humains et on les voit de façon vraiment transversale, hein, parce que les droits humains sont dans tout. En réalité, on a vraiment une approche des relations internationales basée sur les droits. Et c'est d'autant plus important pour nous que la Belgique a été élue récemment au Conseil des droits de l'homme, qui est ici à Genève, pour les 3 années à venir. Donc, ça veut dire on sera membre du Conseil, euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément de différences, si ce n'est qu'en tant que membre, on prend part aux décisions, c'est-à-dire on prend part au vote quand on vote sur des résolutions. Et donc ça, on peut évidemment peser beaucoup plus sur les décisions. Et donc, on est en train de se préparer, bien évidemment, pour ce mandat au Conseil des droits de l'homme, afin d'être prêt. On commence début janvier. Euh, donc voilà, c'est imminent. Et c'est un beau défi, c'est très motivant et c'est évidemment très important. On est dans une période quand même assez difficile, évidemment, hein, vu le contexte géopolitique, euh, et où il y a beaucoup de tensions. On sent un clivage nord-sud, hein, qui n'est pas nouveau, bien entendu, il existe depuis longtemps, mais on le sent de plus en plus fort, je trouve. Enfin, pour moi, c'est assez, ça me frappe assez fort. Il y a toute une série de choses qui ont joué, aussi la pandémie, hein, la perception dans beaucoup de pays que voilà, les vaccins étaient seulement dans les pays riches, ce qui est pour nuancer, évidemment, mais c'est la perception. C'est la perception qu'ils ont. Puis le changement climatique, hein, on a vu ça bien sûr à la COP27, ce sentiment que voilà, eux payent, des pays fragiles, vulnérables, payent pour, disons, les excès des pays du Nord. Enfin, voilà, il y a tout ce contexte-là qui joue, et on le sent aussi, du coup, au niveau des droits humains, où ils ont parfois aussi la sensation que c'est un agenda du Nord qu'on essaie de leur imposer. Et bien sûr, nous, on n'a pas du tout la même lecture. On a une lecture des droits comme étant des valeurs universelles, les droits humains universels, valables aussi bien, je ne sais pas, en Afrique qu'en Europe. Et donc là, c'est parfois un dialogue pas toujours facile qu'on doit mener justement avec ces pays-là. On le fait, bien entendu, on le fait. Mais c'est des questions un peu tendues pour le moment. Et puis, évidemment, il y a la Chine, pays évidemment qui gagne en importance sur la scène internationale et qui a une vision quand même très différente de nous des droits humains. Alors, ils disent que bien sûr, ils respectent les droits humains, mais ce n'est pas une conception de droit individuel, c'est une conception collective. Donc, eux estiment qu'ils les respectent parce que le gouvernement fait ce qu'il faut pour le bien de la population. Donc, voilà, je simplifie un peu, hein, mais disons que c'est un peu ça l'approche, tandis que nous, c'est essentiellement des droits individuels, c'est les droits de la personne, de chaque individu. Et donc, là, on a des visions vraiment diamétralement opposées, et donc, c'est pas facile. C'est super intéressant, mais du coup, nous aussi, en bachelier en droit, on discute de ce clivage nord-sud. Vous illustrez très bien la problématique. Et du coup, moi, je vais quand même rebondir sur l'élection de la Belgique au Conseil des droits de l'homme. C'est un mandat, du coup, qui va durer 3 ans, 2023-2025. Et quel a été en fait le travail en coulisses
pour préparer la Belgique à cette élection, mais aussi pour du coup, présenter la candidature, etc. Tout le travail qui a été mené derrière, en quoi il consiste? Bon, ben, il y a effectivement un travail de préparation qui est fait entre ici la représentation à Genève et le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, où voilà, on essaye d'identifier les thèmes prioritaires sur lesquels on va travailler. On fait toute une série d'engagements aussi, en fait. Hein. Quand on est candidat au Conseil des droits de l'homme, on doit s'engager à faire une série de choses. Bon, tous les pays ne font pas ça de manière aussi sérieuse les uns que les autres, mais voilà, on est censé faire ça, donc nous, on le fait évidemment de manière très sérieuse, justement. Donc, on a un programme, on a des priorités, et puis, voilà, une fois qu'on les a définies, bien, on les communique, on diffuse ces idées à l'appui de notre candidature. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis maintenant, une fois élu, ben, il faut mettre ça il faut le mettre en œuvre, il faut implémenter ce qu'on a promis en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est le travail qui va commencer maintenant. Et du coup, est-ce que selon vous, l'élection pour être membre, pardon, pour obtenir un siège auprès du Conseil de sécurité de l'ONU a été plus facile ou plus compliqué que le siège qu'on occupe maintenant? Alors, beaucoup plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, Conseil de sécurité, évidemment, voilà, c'est un peu l'organe suprême, on va dire, aux Nations Unies. Même si maintenant on pourrait avoir une autre vision puisqu'il est complètement paralysé, mais bon, soit ça, c'est une parenthèse. Mais surtout, quand la Belgique était candidate au Conseil de sécurité, on était en concurrence parce qu'il y avait 2 places pour les pays occidentaux et on était 3 candidats. Donc il y avait la Belgique, l'Allemagne et Israël. Donc, parce que l'Israël fait partie de notre bloc régional. Et donc, pour ces 2 sièges à pourvoir, 3 candidats, ça veut dire forcément que il y en a un qui passe, il y en a 2 qui passent et il y en a un qui ne passe pas. Et donc, évidemment, on devait faire tout ce qui était possible pour ne pas être celui-là. Et donc là, c'était beaucoup plus compétitif, comme je disais. Et donc, on fait là vraiment un travail alors auprès de chaque État membre qui participe au vote. C'est tous les membres en fait des Nations Unies et chacun a un vote. Hein. Ça Mmh. c'est parce que ça c'est l'Assemblée générale et donc chaque pays a un vote. Aussi bien les États-Unis un vote que je sais pas moi Sainte-Lucie un vote. Vous voyez? Donc donc il faut chacun les voir, leur expliquer ce qu'on veut faire, pourquoi ce serait une bonne idée de voter pour nous. Et voilà. Donc ça a été beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de travail. L'élection au Conseil des droits de l'homme, ça peut être compétitif aussi. Dans notre cas, on était juste 2 candidats pour 2 sièges. Donc, on n'avait pas trop de soucis à se faire en réalité. Malgré tout, on voulait faire les choses correctement. Et donc, c'est pour ça qu'on a un programme, etc. Mais on n'avait pas vraiment d'angoisse de ne pas Mmh. être élu. Voilà. Je Donc, comprends. c'était assez C'est différent. un autre travail, en tout cas, pour le Conseil de sécurité, de grande envergure, parce que voir à chaque fois un pays et du coup, vendre un peu la Belgique, ça doit prendre du temps. Et du coup, là, j'ai une question un peu plus technique. Alors, la Belgique est passée, sous Pôle Rundstag, d'une posture de neutralité à vraiment, la mise en œuvre d'un monde organisé autour des institutions. Et du coup, pardon, où la règle de droit, pardon, régule les relations entre États davantage que les rapports de force, du coup. Donc, on est plus, du coup, dans la médiation maintenant via les institutions. Comment on construit une ligne politique, et comment on fait pour, que notre équilibre et notre intégrité ne soient pas déstabilisés, quand on discute de sujets plus techniques? En tout cas, maintenant, pourquoi c'est enfin, comment je me perds un peu dans ma question, pardon. Comment, hem Comment, en gros, la médiation, nous permettrait quand même de construire une ligne politique et de garder, quand même une mainmise et une souveraineté, sur notre décision? Voilà, c'est de ça dont je veux parler principalement.
Alors, je pense qu'il y a peut-être plusieurs questions dans votre Oui, question, c'est hein, plusieurs questions imbriquées. alors, oui, c'est vrai, la Belgique n'est pas neutre en sens où on est clairement, bon, on fait partie de l'Union européenne. Ça, c'est notre identité première, elle est très forte. Donc, on a des positions de l'Union européenne qu'on défend ensemble. On est membre de l'OTAN. Donc là aussi, on n'est pas neutre de ce point de vue-là. Mais par contre, on a cette conviction que les dossiers doivent se traiter euh, au niveau multilatéral de façon ouverte, c'est-à-dire qu'on doit arriver à des accords tous ensemble, un peu ce que je disais tout au début. Et donc, ça, c'est le système des Nations Unies, c'est la Charte des Nations Unies, qui, avec tous ces principes qui ont été établis et auxquels on a tous adhéré après la Deuxième Guerre mondiale, et que pour nous est vraiment extrêmement important. En tant que relativement petit pays, ouvert sur le monde, on a vraiment un intérêt à ce que ce système fonctionne et qu'il fonctionne bien. Et c'est pour ça qu'on a été tellement choqués par l'agression russe en Ukraine, parce que c'est une négation de ce système, justement. Dans la charte des Nations Unies, le principe de base, c'est justement que un pays n'envahit pas un autre. Hein. Ça, c'est la règle de base. Et cette règle de base, elle a été violée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette réaction tellement forte vis-à-vis de ça et qu'on veut montrer quand même en isolant la Russie au sein du système des Nations Unies. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre Non, question, vous devez bien me mais répondre. donc on n'est pas neutre, on est engagé, mais en même temps on est à la recherche de solutions. Hein. Mhm. Et donc être à la recherche de solutions, ça veut dire qu'on ne peut pas imposer des solutions, il faut les négocier avec les autres. Et c'est ça le système multilatéral, c'est se mettre autour d'une table, négocier pour essayer d'arriver à un accord. Petit focus sur la situation du coup en Afrique. Euh, D'abord, on va passer le sujet de la guerre du Congo, on va passer l'escalade diplomatique avec le Rwanda, mais plutôt comment la communauté internationale traite des dossiers dont l'essentiel du conflit, il se porte plutôt sur le contrôle des ressources du coup naturelles, comme du coup au Rwanda, au Congo. Donc, comment est-ce que la communauté internationale traite ce type de problème, ce type de conflit? Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que beaucoup de conflits ont une origine quand même économique et c'est un des problèmes du Congo, c'est pas le seul bien entendu, mais c'est un pays qui a beaucoup de ressources et qui attire évidemment beaucoup de convoitises et c'est un facteur des conflits, des guerres qui malheureusement le frappent depuis longtemps. Euh, Comment est-ce qu'on peut résoudre ça par plusieurs initiatives en matière de transparence. Donc, on essaye de savoir justement qui exploite les minerais, où vont-ils, essayer d'avoir un suivi tout au cours de la chaîne hein, pour savoir où ça va. Et on a déjà pas mal de mesures en place de ce type-là. C'est pas encore parfait parce que c'est pas un système, on va dire, 100% waterproof. Hein. Donc, il y a par la corruption, il y a des trafics, évidemment, malgré tout, qui continuent. Et il faut continuer à essayer de renforcer ces systèmes pour éviter ces trafics, justement, qui alimentent les conflits. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et l'Union européenne a pas mal pris d'initiatives aussi dans ce domaine-là, mais aussi au niveau international. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais il y a quand même pas mal de choses qui se font. Hein. Mhm. Mais du coup, est-ce que la Belgique voit le dossier différemment ou comme une priorité vu l'histoire entre la Belgique et le Congo? Oui, bien sûr. Hein. Honnêtement, euh, on n'a plus réellement d'intérêt économique dans la région. Mhm. On n'a pas des entreprises belges super actives avec des gros investissements. Il y en a encore quelques-uns, mais
c'est très limité, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Mais on reste malgré tout très impliqué parce qu'il y a énormément de liens qui persistent. Et c'est plus des liens finalement personnels, voire même émotionnels parfois, avec cette région. Parce qu'on a beaucoup de Belges qui ont vécu là-bas, la famille peut-être encore là-bas, inversement beaucoup de Congolais, de Rwandais, de Burundais qui ont vécu, qui ont étudié en Belgique. Et voilà, tous ces liens, ils sont toujours là. Et il fait qu'on ne reste pas indifférent à ce qui se passe dans cette région et qu'on reste impliqué. Et donc, voilà. Mais c'est pas des intérêts, ça, je veux le dire clairement, parce que c'est pas toujours peut-être bien connu, ça. C'est pas des intérêts économiques, en fait, qui vraiment qui nous font nous intéresser au Congo. C'est plus, oui, c'est l'histoire, c'est un certain héritage, une certaine responsabilité peut-être qu'on sent, hein, consciemment ou inconsciemment, et qu'on se dit qu'on doit continuer à s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Merci pour votre réponse. Je vais passer à la partie un peu plus sur du coup vous et des questions un peu plus personnelles. Du coup, des bureaux de New York à ceux de Genève, quelles sont les différences notables dans votre travail au quotidien? Alors, fondamentalement, le travail est assez similaire, puisque évidemment, aux Nations Unies à New York, Nations Unies à Genève, c'est quand même toujours Nations Unies, donc le contexte est le même, mais les dossiers qu'on traite sont quand même très différents. Donc à New York, oui, c'est plus politique. À Genève, un peu plus technique. Mais en réalité, aujourd'hui, tout est politique, hein. Donc même des organisations très techniques, on n'est jamais loin du politique, hein. Et donc, par exemple, à Genève, on a des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale du travail, etc. Donc, on peut se dire, a priori, ce n'est pas des organisations politiques. Bien sûr que non. Mais, comme je dis, on n'est jamais loin du politique. Et certainement aujourd'hui, on voit les activités en Ukraine, en Russie, tout l'impact que ça a. Vous voyez? Donc, le travail, les sujets qu'on traite sont différents. La méthode, fondamentalement, est la même. C'est cette approche multilatérale dont je parlais tout à l'heure. Mais du coup, quels seraient les éléments les plus difficiles à faire comprendre, à communiquer à un citoyen lambda sur toute la réalité de votre travail et du travail des institutions et de tout ce monde-là diplomatique? C'est peut-être expliquer à quoi ça sert, hein. Mmh. C'est peut-être la question que beaucoup de citoyens ont en disant, bon, c'est très bien, ces grands-messes onusiennes, mais à quoi ça sert? Et là, je pense qu'il faut voir les choses, dans la durée, euh, et se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dont on n'est pas toujours conscient en Belgique, de l'impact en fait, de discussions internationales euh, qui peuvent avoir lieu dans notre pays. Donc, quand on adopte un traité, par exemple, ça a un impact. Euh, ça, je pense que les citoyens sont peut-être pas toujours conscients de ça. Il y a plein de choses qui se font. Par exemple, ici, à Genève, il y a aussi une commission économique. C'est très technique, mais par exemple, qui se penche sur toute une série de normes, vous voyez, de standards. Par exemple, la sécurité routière. Je vais prendre un exemple un peu comme ça. Enfin, c'est très pratique, la sécurité routière, mais pour qu'on ait les mêmes règles partout dans tous les pays, il faut qu'à un moment se mettre d'accord, vous voyez. Euh, et alors, ça va au-delà des signaux routiers, c'est aussi la sécurité des véhicules. Donc, les véhicules doivent répondre à des normes. Tout ça, il faut en discuter, il faut se mettre d'accord. Et une fois qu'on a des normes communes, ça a un impact évidemment dans la vie des citoyens de tous les jours. Si on n'avait pas ça, il faut imaginer ce que serait le monde si chaque pays de son côté, définissait ses propres normes, faisait ce qu'il voulait. Ce serait une cacophonie incroyable. Je veux dire, donc voilà, c'est un tout petit exemple. C'est un travail pas toujours bien connu, mais qui a son importance et qui fait
évidemment qu'on peut vivre la globalisation, parce qu'en fait, c'est ça. Permettre les échanges, que vous puissiez avec votre smartphone appeler n'importe où dans le monde. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce qu'à un moment, on a travaillé à mettre en place des systèmes, des normes qui font que ça marche. Hein. Et donc oui, la globalisation, elle est portée par ça, bien entendu. Alors c'est peut-être un bien, c'est peut-être un mal, peut-être, on peut en discuter. Mais en tout cas, tous ces échanges sont uniquement possibles grâce à tout ce travail technique qui est fait et qui reste un peu obscur sans doute pour les citoyens. Je vais peut-être donner un peu mon avis personnel. Mais du coup, en première année de master, on a un cours sur le droit public international. Et souvent, quand on essaie de répondre à des quasi, il y a des cas un peu qu'on a du mal à comprendre, nous, en citoyens lambda, parce qu'on a souvent des réponses très mitigées, très faut être médiateur, il faut essayer de comprendre. Il n'y a jamais de mauvaise réponse, c'est toujours juste un argumentaire. Et du coup, là, enfin, vous avez très bien illustré le côté un peu plus pratique de l'ONU et des organisations internationales. Du coup, là, je vois beaucoup plus clair, sincèrement. Parce que c'est vrai que la critique qui revient souvent sur l'ONU, c'est en vérité à quoi elle sert, en fait. Et c'est quoi vraiment, elle est actrice de quoi. Du coup, c'est super intéressant d'entendre qu'il y avait en fait une petite commission sur du coup, sur la route et tout ce qu'il en est. C'est vrai que ça paraît plus tangible et plus réaliste maintenant. Mais du coup, ouais, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles ont été les raisons, du coup, personnelles, vous ayant mené à vouloir passer le concours diplomatique et dans quel environnement vous avez grandi et d'où vient cette aspiration, d'où vient cette carrière, en fait, au final? Ok, bon. Alors, bon, j'ai toujours aimé les voyages, j'ai toujours été intéressé par voilà ce qui se passe dans le monde. J'avais cette curiosité. Alors moi, j'ai fait des études de droit et sciences politiques. Donc là, déjà, relations internationales. Déjà, là, il y avait un intérêt pour ça. Et je pensais parfois à la carrière diplomatique, mais ça me paraissait quelque chose d'un peu inaccessible, avec un concours qui a la réputation d'être très difficile. Et voilà, donc je me disais, c'était vraiment pas vraiment pour moi. Et donc j'ai commencé, après mes études, j'ai commencé à travailler dans le privé, en fait, dans une entreprise. Et là, il m'a pas fallu très longtemps pour me dire que ça, c'était pas pour moi et que j'avais besoin voilà, d'un horizon beaucoup plus large. Et donc, cette idée alors de la diplomatie est revenue avec force. Et puis là, je me suis renseigné sur comment on pouvait voilà, s'inscrire au concours, comment est-ce qu'il fallait se préparer, etc., etc. Et puis voilà, je l'ai fait et puis ça a marché et je me suis lancé dans cette carrière et franchement, je n'ai jamais regretté. Je pense que c'est quelque chose qui me convient bien, mais c'est pas facile de savoir en fait. Hein. Et ça, on l'apprend. Je dis, c'est un peu par essai-erreur. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et puis je me suis rendu compte, non, là, c'est pas la bonne voie. Et ça m'a permis de me réorienter. Voilà. On arrive à la dernière question avant, du coup, les questions-réponses des étudiants. Est-ce que c'est une fonction que vous recommanderiez à vos proches? Et je parle notamment, par exemple, à vos enfants, si vous en avez, comme on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est une fonction que vous leur recommandez? Bah, oui et non. Je pense que ça dépend très fort de la personnalité qu'on a, de ses intérêts. C'est pas un métier pour tout le monde nécessairement, parce qu'il y a ce caractère quand même assez déstabilisant dont je parlais, qui peut être difficile. C'est aussi parfois, allez, soyons francs, c'est parfois un peu frustrant parce qu'on ne voit pas toujours les résultats de son action. Parfois oui, mais pas toujours. Et donc, si vous travaillez dans le privé, par exemple, bah, là, vous voyez bien très vite, est-ce que l'entreprise marche bien? Est-ce que j'arrive à, je sais pas moi, décrocher de nouveaux clients, un nouveau contrat? Là, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus évident. La diplomatie, on travaille à plus long terme, comme je dis, on ne voit pas toujours le fruit de son action. Donc, et ça peut être un peu frustrant. Ça peut être un peu frustrant. Ça dépend de ce qu'on recherche dans la vie, je pense.
Est-ce qu'on recherche à avoir un impact direct ou est-ce qu'on veut avoir un champ d'action plus global où on s'intéresse à beaucoup de choses, mais peut-être pas toujours d'une manière très concrète. C'est un peu ça. Donc, oui, je recommanderais pour ceux qui ont cet attrait, cette curiosité, et je reviens à ce que je dis au tout début, hein, il faut vraiment être curieux, avoir envie d'apprendre. Moi, dans ma position actuelle, j'apprends de nouvelles choses tous les jours et ça, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Mais peut-être pour d'autres, ils préfèrent être dans un domaine qu'ils maîtrisent bien et qu'ils connaissent bien. Et puis voilà, donc difficile pour moi de répondre à cette question-là. Oui, je comprends totalement ce que vous dites et c'est une très bonne réponse. Et du coup, ben, moi, j'en ai fini pour mes questions. Du coup, on passera peut-être aux questions des étudiants. Je m'appelle Zoé, je suis en master 2 en traduction, donc anglais-néerlandais. Et j'ai deux questions. Donc, moi, je suis dans la finalité relations internationales, donc c'est pour ça que je suis votre conférence. Ça m'intéressait beaucoup, même si c'est pas directement lié à mes études. Ma première question, c'est quel est le rôle des langues dans votre quotidien? Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Est-ce que vous avez remarqué des différences dans vos différents rôles en fonction des pays? Et ma deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut mieux connaître justement l'impact des ambassadeurs, le rôle. Est-ce qu'il y a par exemple des ressources que vous connaissez bien qui seraient accessibles aux jeunes? On entend beaucoup parler de podcasts en ce moment. Voilà, je voulais vous poser ces deux questions-là. Merci. Ok, alors oui, bien sûr, les langues, c'est fondamental dans notre métier. Évidemment, donc moi, je maîtrise les langues, on va dire classiques, évidemment, nos langues nationales. L'anglais, bien évidemment, ça c'est vraiment la lingua franca, hein, donc tout se passe de plus en plus en anglais. Et puis, je parle espagnol aussi. Et après, dans les différents pays où j'étais, j'essayais d'apprendre ne fût-ce que quelques mots pour pouvoir un peu me débrouiller comme ça, mais sans plus. Hein. J'ai comme essayé d'apprendre le chinois pendant 3 ans et j'ai jamais réussi à aligner plus que quelques phrases. Donc, il y a une certaine humilité aussi à garder. Euh, mais les langues, bien sûr, oui, c'est fondamental. Comme je dis, l'anglais, bien sûr, tout le monde, c'est la langue qui permet de communiquer parce que quasiment tout le monde maintenant arrive au moins à comprendre un petit peu d'anglais. Mais dans la vie des Nations Unies, tout se fait encore de façon officielle. Enfin, les réunions officielles, on a encore évidemment l'interprétation, tous les documents sont traduits dans les langues officielles des Nations Unies. Donc là, il y a évidemment tout un travail qui est fait par les interprètes, par les traducteurs, et qui est très important parce qu'il faut permettre quand même au multilinguisme d'exister, même si, de nouveau, en termes pratiques, quand on a des réunions informelles, c'est l'anglais. Ça c'est une évidence. Nos amis français continuent à défendre le français, mais pour moi, c'est un combat un peu d'arrière-garde parce que je pense que c'est clair que l'anglais, c'est notre langue je veux dire, de communication qui est devenue naturelle, qui s'est imposée. Et c'est une réalité pour moi. Actuellement, il y a, au niveau national, dans beaucoup de pays, il y a une tendance à la polarisation. Et je voudrais savoir si, au niveau international, est-ce que ça suit plus ou moins cette même tendance ou au contraire, par réaction, il y a une plus grande tendance à la collaboration? Il y a les deux, c'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a une polarisation, je dirais de plus en plus. Pour le moment, on sent un contexte quand même très, très tendu, très polarisé par la force des choses, le contexte géopolitique de nouveau, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Mais en même temps, tous les pays se rendent compte quand même qu'ils ont intérêt à coopérer. Donc voilà, on essaye de surmonter justement ces tensions, de quand même trouver un dénominateur commun pour pouvoir faire des choses ensemble. Donc, mais en ce moment, c'est particulièrement compliqué, c'est sûr.
les traditions diplomatiques reviennent beaucoup en avant-plan, et notamment ce qui s'est passé l'année passée en France, où M. Macron a décidé, si on veut, de supprimer, on va dire, l'école diplomatique française. Vous, est-ce qu'il y a une tradition diplomatique qui vous a plus marqué? Est-ce que c'est, par exemple, la tradition nord-américaine, la tradition plus japonaise, où vraiment, ils ont vraiment leur singularité, on va dire ça comme ça? Et peut-être une autre question adjacente serait, quel genre de diplomate vous a le plus marqué durant votre carrière pour l'instant? Oula, bon. Tout d'abord, oui, on n'a pas en Belgique d'école diplomatique, hein. Donc, la condition, en fait, pour rentrer dans la diplomatie belge, c'est réussir le concours diplomatique. Mais pour ça, on peut se présenter avec… la seule condition, c'est d'avoir un diplôme universitaire. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant, parce que ça permet d'avoir une diversité des backgrounds, des études. Et donc, il n'y a pas de moule préétabli, hein. Donc, bien sûr, il y a une majorité, je dirais sans doute, de candidats qui ont fait, par exemple, le droit, sciences politiques, économie, peut-être un peu aussi. Mais il y en a d'autres. Moi, je me souviens, dans ma promotion, il y avait des collègues qui avaient fait, par exemple, je sais pas, archéologie, psychologie, et puis tout à coup, qui s'étaient un petit peu réorientés en se disant, tiens, au fond, carrière diplomatique, pourquoi pas. Donc, voilà, déjà, au départ, on n'a pas un moule, c'est un peu plus le cas en France, hein, avec leurs grandes écoles, ou l'ENA, etc. Enfin, qui maintenant, effectivement, a été supprimé. Mais il y avait plus ce modèle-là en France. On était, oui, on était dans un moule un peu, hein. En Belgique, ça n'a jamais été le cas. Donc, on a au départ une plus grande diversité. Après, on est un corps professionnel. Donc, vous n'aurez dans les postes diplomatiques que des diplomates de carrière. Donc, des gens qui, voilà, ont été recrutés pour ça à travers le concours diplomatique, et puis qui restent aux affaires étrangères toute leur carrière, et qui font ça vraiment en tant que profession. Donc, on n'a pas, contrairement à certains pays, comme la France, quoique moins maintenant, mais surtout, par exemple, les États-Unis, vous avez des ambassadeurs politiques qui sont nommés directement par le président, parce que ce sont des amis, parce que ils ont financé le parti. Donc, souvent, hein, c'est le cas des hommes d'affaires qui ont généreusement alimenté la campagne électorale du président. Alors, il les remercie en les nommant ambassadeurs je sais pas, à Paris, à Bruxelles. Ça, chez nous, ça n'existe pas. Donc, on est plus voilà, sur une diplomatie professionnelle, de carrière. Et je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on a besoin vraiment de gens qui savent de quoi il s'agit, et qui ont appris ça au fur et à mesure de leur postes successifs. Alors, est-ce que j'ai un modèle particulier? Bon, j'ai plusieurs ambassadeurs que j'ai connus dans ma carrière qui m'ont influencé de façon ou d'une autre. Je peux difficilement en nommer l'un plus que l'autre. C'est vraiment plusieurs personnes pour qui j'ai toujours de l'admiration, et qui m'ont oui, qui m'ont inculqué une certaine manière de voir les choses. Vous avez parlé du concours, etc. Vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok. Et en fait, ça m'a fait penser au fait que on a une grande division quand même entre la Wallonie et la Flandre. Et à Bruxelles, on remarque bien qu'on est au milieu de tout ça. Et je me disais, au niveau de la diplomatie, est-ce qu'il y a vraiment une division au sein de la Belgique, ou est-ce que justement c'est le seul endroit peut-être où on se réunit et pour le meilleur des mondes, quoi?
Oui, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça parce que, bon, nous, évidemment, on est un service fédéral. Donc, on représente la Belgique dans son entièreté. Euh, et donc, ben, on est plus ou moins moitié-moitié, francophone, néerlandophone. Dans les ambassades, il y a les deux. Et ça se passe toujours très, très bien. On n'a jamais aucun problème entre nous. Et on représente aussi bien la Flandre que la Wallonie, quelle que soit sa propre langue maternelle. Et le système fonctionne franchement très bien. Et évidemment, puisqu'on représente la Belgique, forcément, on est plutôt des fédéralistes convaincus, je dirais. On pense que oui, qu'il y a une valeur ajoutée à, à être ensemble. Mais plus que ça, ce qui transcende en fait tout ça, c'est de plus en plus, c'est quand même notre appartenance à l'Union européenne. Donc, je crois qu'on se voit de plus en plus comme Européens. Et c'est notre premier réflexe en tant que diplomate, c'est toujours d'essayer d'avoir une position commune ensemble, à 27. On n'y arrive pas toujours sur tous les sujets, hein, soyons clairs. Mais le premier réflexe, c'est d'essayer d'arriver à ça. Mais au niveau belge, évidemment, pour nous, qu'on soit flamand, francophone, pour nous, on représente la Belgique, on ne se pose même pas la question, en fait. Merci. Du coup, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Oui, moi j'aurais 2 petites questions encore, si c'est possible. Alors, la première, ce serait, parce que monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de la notion d'indépendance, et je voulais savoir dans quelle mesure elle s'inscrit dans la coordination européenne, dans les systèmes aussi internationaux qui ont leur lourdeur propre, et aussi en lien avec les affaires étrangères, tout simplement, si... Voilà, ça c'est ma première question. Oui, alors, bien sûr, hein, toutes nos positions sont coordonnées. Alors, ça se fait soit à Bruxelles, soit sur place. Ça dépend, on fait les deux, en fait. À Bruxelles, c'est plus les grandes lignes. Sur place, on va plus dans les détails. Donc, on se met d'accord sur une déclaration. Par exemple, on a une déclaration de l'Union européenne sur un sujet particulier. Cette déclaration, elle est agréée, par exemple, quand c'est à Genève, entre les collègues européens ici à Genève. Mais toujours, évidemment, on fait valider ça par notre capitale, nos capitales respectives, pour avoir l'accord, évidemment. Et donc, parfois, c'est un peu laborieux. Il ne faut pas se cacher les choses, hein. C'est sûr qu'à 27, ce n'est pas toujours simple de se mettre d'accord. De nouveau, je dirais à 90% des cas, on y arrive, parce qu'on se rend bien compte que c'est dans notre intérêt pour peser, pour avoir un certain pouvoir de levier sur les choses. Évidemment, ce n'est pas la même chose si on parle au nom de l'Union européenne que si je parle uniquement au nom de la Belgique. Hein, c'est clair. Donc ça, tout le monde le comprend bien. Et donc, on fait quand même en général un effort pour essayer parfois de mettre un peu d'eau dans son vin pour arriver à une position commune. Mais il y a des cas, de nouveau, c'est plutôt l'exception que la règle, mais il y a des cas où on n'y arrive pas. Et bon, là, soit alors on n'a pas de déclaration dans le pire des cas, je dirais, soit on a une déclaration où on n'a que le dénominateur commun, quoi, donc plus réduite en ambition. Voilà, on peut avoir, évidemment, à côté des déclarations qu'on fait ensemble pour l'Union européenne, on peut toujours faire des déclarations nationales où là, on peut aller un peu plus loin, plus dans les détails, tout en restant dans la même ligne de l'Union européenne. Mais effectivement, quels que soient les sujets, on a toujours cette coordination. Ça, c'est vraiment systématique. Et je pense que c'est très important parce que ça nous permet progressivement quand même de parler avec une voix. Et de nouveau, c'est comme ça qu'on peut avoir un impact. Merci. Je peux poser ma dernière question?
Pause, Alors, vas-y. oui, donc c'était en quoi vos expériences de diplomatie bilatérale, elles enrichissent votre parcours de diplomatie multilatérale. Alors, une sous-question plus personnelle, c'est si vous aviez un attrait initial pour une région en particulier, ou enfin, voilà, pour vos choix de poste premiers. OK. Oui, alors la première question, il est très, je pense, très bonne. En effet, moi, mon expérience, parce que j'ai fait les deux, aussi bien des postes bilatéraux que multilatéraux, et je trouve que oui, ça enrichit. Ça enrichit la carrière. Quand on a une expérience bilatérale, je pense qu'on comprend mieux quand on est dans un contexte, dans une enceinte multilatérale, on comprend on comprend mieux la différence des points de vue qui peut exister. Parce qu'on l'a vécu voilà, dans un pays donné, et donc on est plus sensible à ça, plus attentif aux différences peut-être que si on n'a pas eu cette expérience. Donc oui, c'est une bonne chose, je crois que c'est un enrichissement pour moi très clair. Alors si moi j'avais une préférence, non franchement, tout m'intéresse. Et donc j'ai fait un peu le tour du monde en quelque sorte parce que j'étais en Amérique latine, Amérique du Nord, Asie, Afrique. J'étais un peu partout. Il me manque l'Océanie, ça je l'ai jamais fait. Euh, et honnêtement, tout m'intéresse. Le poste peut-être que j'ai le moins aimé, c'était la Chine, parce que je trouvais un monde très, très dur, en fait, très dur. Mais ça m'a intéressé aussi. Donc, la vie de tous les jours, je trouvais, n'était pas très agréable, mais c'était évidemment passionnant d'un point de vue intellectuel de voir tout ce qui se passait. Donc, finalement, j'ai apprécié tous mes postes, honnêtement. Et voilà, je ne peux pas dire que j'ai une préférence. Une réponse de diplomate, n'est-ce pas? Oui, mais c'est intéressant, merci. Alors, je vais peut-être rebondir rapidement sur ce que vous venez de dire avec cette question. On voit justement que dans les réponses de diplomates, ce sont des réponses assez préparées, justement. J'ai une double question à ce sujet. À quel point est-ce que vous préparez votre dossier? Et étant donné qu'on vient de sortir de la période du Covid, justement, comment est-ce que vous arrivez à gérer cet imprévu? Tout simplement, comment est-ce que vous avez géré cette période du Covid? Alors oui, bien sûr, hein, on se prépare toujours, évidemment. Donc, on sait qu'une réunion, on va traiter de tels sujets. C'est évident qu'il faut se préparer, lire les documents pour pouvoir exprimer un point de vue sur le dossier en question. La première chose, c'est le connaître, évidemment, de savoir de quoi il s'agit. Donc oui, il y a tout ce travail qui est fait, pas par moi exclusivement, bien entendu, puisque, donc je le rappelle, hein, j'ai toute une équipe qui m'assiste. Donc évidemment, eux font des analyses, ils préparent des notes, etc. Donc je ne suis pas tout seul, bien entendu. Mais ce travail est bien sûr très important. Et puis alors, il y avait une deuxième partie de votre question, mais j'ai déjà oublié ce que c'était. Oui, la gestion de Ah oui, le l'imprévu Covid. et le Covid. Oui, alors là, ça nous a pris évidemment, comme tout le monde, hein, un peu par surprise. On a dû s'adapter. Très vite, grâce aux outils digitaux comme aujourd'hui, on a pu continuer à travailler, en fait, hein, ce qui est assez, quand même assez remarquable. Hein. Donc, on avait des réunions comme ça, Zoom, Webex, à partir de son salon ou de sa chambre à coucher, selon le cas. Mais on a pu continuer à travailler. Donc, moi, alors en mars 2020, j'étais encore à New York à ce moment-là. La Belgique était encore au Conseil de sécurité. Et puis d'un jour à l'autre, on n'a plus pu se réunir. Comme d'habitude, on avait des réunions tous les jours hein, au Conseil de sécurité. On se réunissait tous les jours pour discuter de tous les sujets possibles. Et là, du jour au lendemain, c'était plus possible et on a commencé à le faire sur les applications online. Et on s'est rendu compte que, en gros, ça marchait,
même si, bien entendu, ce n'est pas du tout la même chose. Et on a perdu cette valeur du contact personnel qu'on ne peut pas retrouver, évidemment, dans le système online, par vidéo. On ne peut pas échanger dans le couloir juste avant la réunion en se disant « Tiens, toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que vous allez vous prononcer dans ce sens-ci ou dans ce sens-là ?» Et ça, pourtant, ça, c'est l'essence de la diplomatie. Donc, heureusement, aujourd'hui, on a retrouvé ça. Ça permet de travailler beaucoup plus en finesse, en profondeur. Pendant la période Covid, on devait remplacer ça. Bon, on se passait des coups de fil, on s'envoyait des messages, WhatsApp et autres. C'est bien aussi, mais de nouveau, ça n'a pas la finesse, la nuance qu'on peut avoir dans un entretien en tête-à-tête, par exemple. Où tous les signaux jouent, hein, le langage corporel, tout ça permet d'interpréter de façon beaucoup plus fine les messages. Donc, c'était pas parfait, mais on a pu continuer à travailler. Le Conseil de sécurité a continué à adopter des résolutions. Alors là aussi, les votes, c'était extrêmement compliqué. On a eu des discussions, mais homériques, notamment avec les Russes qui, eux, au départ, ils ne voulaient rien entendre. Ils voulaient uniquement des réunions en présentiel, ce qui était juste impossible. Et donc, mais finalement, on a trouvé des solutions qui permettaient de le faire et donc de continuer à travailler. Mais en même temps, on se rendait compte justement de la valeur des contacts personnels. Et aujourd'hui, je crois qu'on les apprécie d'autant plus parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est vraiment là la valeur ajoutée de notre métier. Merci pour votre réponse. Je laisse à Fatima. Moi, je vais conclure avec une petite question. Concernant, du coup, vous avez parlé de votre fonction, c'était au Pakistan, à Islamabad, je crois. Oui. Vous pouvez nous parler un peu de cette expérience-là et de ce que c'était? De parler de ma fonction là-bas? Et de votre expérience générale au Pakistan? Oui, ben, Pakistan, vraiment, j'ai adoré ce pays. Bon, bien sûr, très différent, mais les gens étaient vraiment très ouverts sur plein de choses. Donc, il y avait moyen d'avoir des discussions très, très intéressantes. Évidemment, mes contacts, c'était surtout avec une certaine élite, hein, évidemment. Mais ces gens-là sont vraiment, enfin, étaient vraiment très ouverts. Et on avait des discussions parfois très franches, très, très directes sur aussi les questions de la religion et tout. Évidemment, c'est très présent au Pakistan, puisque c'est un pays qui a été créé sur la religion, hein, par opposition à l'Inde, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très fort. Mais il y avait moyen d'avoir des discussions très, très ouvertes, très franches, très directes. Et ça, j'en garde un très, très bon souvenir. Et puis, oui, c'est là où, pour la première fois, j'étais dans un environnement culturel totalement différent. Parce que mon premier poste, c'était l'Argentine. L'Argentine, c'est un peu l'Europe quand même, hein. C'est pas très différent. Il y a des différences, mais on est quand même un peu dans le même environnement culturel, on va dire. Là, au Pakistan, c'était quand même quelque chose de totalement différent. Et bon, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant de comprendre cela. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, moi, j'étais là en tant que jeune diplomate, mais très vite, mon ambassadeur a dû partir. Et je me suis retrouvé en fait seul. Alors dans notre jargon, ça s'appelle être chargé d'affaires. Donc en fait, on remplace l'ambassadeur et donc on exerce les fonctions de l'ambassadeur. J'étais à ce moment-là encore très jeune, avec peu d'expérience, et j'ai dû pendant environ 6 mois en fait jouer ce rôle d'ambassadeur. Donc j'ai fait des choses extraordinaires. J'ai pu participer à
Parce qu'en plus, c'était un moment où la Belgique avait la présidence de l'Union européenne. Et donc voilà, j'ai appris énormément lors de cette expérience. Voilà. Donc oui, le Pakistan, pour moi, ça reste un pays un peu particulier. Merci pour votre réponse. Je ne sais pas s'il reste des questions. J'en ai pas vraiment l'impression. Mais du coup, moi, je vais basculer vers notre questionnaire de Parce que, du coup, on s'est un peu inspiré du questionnaire de Proust avec du coup, des questions sur vous et avec des réponses très courtes. Du coup, Monsieur Pexté, qu'avez-vous le plus aimé durant vos études? Faire la fête. Bonne réponse. Qu'avez-vous le moins aimé durant vos études? Les examens, peut-être. Quel est votre principal défaut? La paresse, peut-être. Quelle est la qualité que vous préférez chez une personne? La franchise. Quel serait le don de la nature que vous voudriez avoir? J'aimerais pouvoir jouer de la musique, jouer d'un instrument de musique, mais j'en suis complètement incapable. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Pouvoir compter sur quelqu'un, pouvoir compter sur quelqu'un. Et ouais, ça c'est vachement important, je pense. Quelle est la première chose que vous faites au réveil? Bah, très vite, soit j'allume la radio, soit je regarde sur ma tablette les dernières infos. Donc oui, ça devient un peu un réflexe. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant que je dormais? Ça, c'est un peu ma drogue quotidienne. Ouais. Quelle est votre plus grande passion en dehors du travail? Bon, je dirais ma famille, bien sûr. Ça, c'est quand même c'est fondamental. Mais aussi, j'adore la nature. Et donc, c'est comme ça que je me ressource. C'est en marchant, par exemple, dans la nature. Et ici, on est gâté pour ça, évidemment, à Genève, puisqu'on est entouré de montagnes. Donc ça, c'est magnifique. Un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui débuterait dans votre domaine? Être ouvert à tout et être curieux de tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre et quelque chose de positif à retirer. Quelle a été votre plus grande inspiration? Peut-être mon père, en fait. Mon père était un grand voyageur. Il faisait des films, des documentaires, en fait, sur différents pays. Je pense que ça m'a nourri, en fait. Et sans doute, si je fais ce métier aujourd'hui, c'est sans doute grâce ou à cause de lui. Ouais. Quel est votre héros ou héroïne tiré d'une fiction préférée? Ah, Tintin, bien sûr. Tintin, non? Si vous pouviez vous envoyer un message à vous-même à 18 ans, quel serait-il? Un message à moi-même? Le vous de 18 ans. J'ai pas compris. Dis le vous de 18 ans. Donc vous à 18 ans, quel message? Ah, moi à 18 ans, le message que je m'enverrai. Ça, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce que je dirais? Va de l'avant, va de l'avant. On trouve toujours sa voie finalement. On a parfois du mal. Je me rappelle qu'à 18 ans, je savais vraiment pas ce que je voulais faire en fait. Et je dirais, peu importe si tu as des questions, va de l'avant et puis tu verras plus clair. C'est la vie elle-même qui va te guider. Je dirais ça, ouais. Quel est votre mot préféré? Il peut être en néerlandais ou en anglais. Ouf, mon mot préféré. Nature, je vais dire la nature.
Et enfin, avez-vous une devise suivie laquelle? Je n'ai pas vraiment de devise, mais c'est de nouveau, je dirais, c'est l'ouverture, la curiosité et l'ouverture. D'accord, on en a fini pour les petits questionnaires. Maintenant, juste un dernier petit truc. Ici, on a besoin d'un petit coup de pouce de motivation pour les étudiants. Du coup, Ouais. vu que c'est un peu blocus, du coup, si vous avez un petit message à faire passer, vous dire de tenir bon, je vous laisse le faire. Oui, te dire bon, certainement. Essayer de voir peut-être au-delà juste de l'examen. Hein. Évidemment, on étudie pour réussir l'examen, hein, c'est clair. Mais quand vous plongez dans vos syllabus, dans vos cours, essayez de voir à quoi ça peut vous mener, à quoi ça peut vous servir. Et du coup, on a aussi une vision moins scolaire, on va dire. C'est pas juste apprendre pour répéter, c'est apprendre parce que ça peut nous apporter quelque chose. Voilà, moi je dirais ça. En tout cas, merci, Monsieur Bexen, pour cette petite interview. Moi, c'en est fini pour toutes mes questions et je pense que c'en est fini tout court, vu qu'il n'y a plus personne qui a des questions d'intervention à faire. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé. C'était 1h10 pile et c'était très bien, très enrichissant, super Parfait. intéressant. Du coup, voilà, je ne sais pas, du coup, on peut vous libérer. Hein. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup. C'était avec plaisir. Et puis, bonne chance à tous, alors justement, Merci. pour le blocus qui s'annonce et puis les examens un peu plus tard.